merci d'être là et je pense qu'on fera du bon travail. Maintenant, vous avez vu, il faut qu'on se parle franchement. Et nous ne sommes pas là pour détruire les uns les autres, mais les autres nous détruisent. Donc qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce que ça s'arrête? Est-ce que pour nos enfants que nous avons à protéger, vous savez que j'ai travaillé beaucoup sur les questions esthétiques. Est-ce que vous savez que nos petites filles, nos petits garçons reviennent toute la journée, tous les jours à la maison en demandant pourquoi ils ne sont pas blancs, pourquoi ils n'ont pas les cheveux ici, pourquoi ils ne sont pas... L'éducation, moi je serais présidente de je ne sais quoi, j'espère de la République, j'interdirais que les enfants noirs soient martyrisés dans les écoles blanches comme ils le sont là. Le pire, c'est que nous-mêmes, colonisés, bontins que nous sommes, nous avons développé les pratiques du maître. Parce que quand je vois en Martinique ou en Guadeloupe que les enfants noirs, bon, ceux qui ont des coiffures africaines ou bien à tresses sont empêchés de venir à l'école avec leur... Ou bien quand je vois que on appelle africains les enfants les plus foncés d'entre nous, moi dans mes interventions, j'ai pris les gamins qui disaient ça et je leur dis, et toi tu es quoi? Puisque tu critiques. Africain, c'est un mépris, c'est une critique. Donc toi tu es quoi? Parce qu'il a la peau un petit peu plus claire que l'autre. Mais toi, tu es quoi? Alors, je vous assure, non seulement ce n'est pas un travail que les enseignants font, c'est une sorte de... Voilà, c'est pas important, on peut parler sur le noir. Mais dites dans ces sociétés extrêmement... qui ont la tête à l'envers, que le blanc leur a fait ci, ça, vous avez des sociétés entières sur le dos. Vous êtes raciste, vous êtes complotiste, c'est inacceptable. Vous avez les béquets qui portent plainte contre vous, l'État avec ses juges qui viennent vous juger en disant que vous avez commis un crime de lèse-majesté parce que vous avez osé dire mais ça fait des siècles que vous nous écrasez, que vous êtes raciste et que vous nous pourrissez la vie. Eh bien non. Encore le rôle des institutions. On va voir. Et on va mettre en place des nègres bontins qui vont être le relais bontain. Vous avez vu comment Macron a procédé là, dernièrement? Il a mis un ministre de l'Éducation nationale, enfin celui-là, pas celui bontin. Il a mis un ministre de l'Éducation nationale parce qu'il a quelques nègres à virer du système. De la même façon, pour l'esclavage, on a pris quelques nègres qui ont été, je ne sais pas, conditionnés comment, pour dire, voilà, allez nous donner, fournissez-nous des nègres qu'on va trimballer, transporter, enfin déporter à des milliers de kilomètres de chez eux. On prend les nègres comme ça, hein. Ils n'ont pas de famille, pas d'attachement, pas de structure, c'est des machins. D'ailleurs, c'est des machins, puisque Colbert en fait des meubles. Des meubles dans un code qui n'est toujours pas abrogé. Et quand on demande à la France, pour quelle raison gardez-vous le code noir? Dites-nous, quel est votre projet? Vous avez vu en ce moment? On a le sentiment que on les refoutrait bien en esclavage. Ben, les institutions sont déjà là. Le droit est là. Le code noir, c'est pas j'allais dire quelque chose de complètement... Le code noir, c'est cela qui a fait que pendant des siècles, nos ancêtres ont travaillé gratuitement et qu'ils ont pu, justement, par l'accumulation du capital, ceux qui étaient là, et qui ont été, justement, après à l'abolition de l'esclavage, qui ont été indemnisés. Ce que les Noirs n'ont jamais vu, ni ici, ni dans les Amériques, ni ailleurs. Jamais été indemnisés. Donc, la richesse, vous voyez, les gens qui viennent vous dire qu'ils sont supérieurs, vous étudiez, parce que je travaille sur la domination, vous étudiez les modalités de leur domination. Comment ils sont dominants? Pourquoi? Ils ont mesuré vos crânes, vos cerveaux, vos ci, vos ça. Ils ont dit, oui, le cerveau est tout petit, donc pas trop d'intérêt. Il est gros, donc il est intelligent. Il est ci, il est ça. Le profil est orthognaque, c'est la race supérieure. Le profil est prognaque, c'est le singe. Jusqu'à aujourd'hui, sur vos stades, vous entendez des cris de singe pour les Noirs, alors que les savants, les gens les plus intelligents nous ont expliqué que s'il y a des gens qui sont proches du singe, ce sont bien les blancs, par les poils, par les lèvres très minces et par d'autres choses. Beaucoup plus que les noirs.
à qui on a reproché d'avoir de grosses bouches, de gros nez, etc. Donc c'est quoi l'histoire là-dedans? Pourquoi les Noirs sont devenus des singes et pas les Blancs? Mais vous comprenez, puisque c'est actif, ce sont des préjugés qui fonctionnent, puisque ça blesse encore les gens, et que pendant des décennies, des générations, nos grands footballeurs qui font l'honneur de la France, qui lui donnent un peu de couilles, pardon, eh bien ce sont ceux-là qui sont en train de se faire injurier et qui l'acceptent. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'on avait vu les gens réagir. Ils l'acceptent. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a deux ou trois, encore parmi les jeunes, qui disent ça suffit. Alors, il y en a un qui a ramassé la banane et qui l'a mangée, mais il y en a qui ont dit si vous continuez, je quitte le stade. D'accord? Tant que nous n'aurons pas de réponse appropriée, l'autre ne connaîtra pas ses limites. Donc, il y a un problème, puisque nous sommes des êtres agissants dans l'interactivité, mais je vous ai dit qu'on allumait nos ergots, donc nous ne savons pas. Parce que le blanc a appris à son peuple comment se comporter avec le noir. Le noir n'a jamais fait le travail contraire. Comment nous comporter avec eux? Jamais, au contraire. Assimiler, fusionner, disparaître, dissoudre, métisser. Voilà, nous sommes des machines à métisser. Pour quelle raison? Il y aura encore beaucoup de choses à vous dire à ce sujet-là. Mais on va rester sur une approche que je vous propose, celle des mentalités, pour qu'on comprenne que... Alors, je vous ai demandé, est-ce que dire que... poser la question, pourquoi notre élite nous trahit-elle? Est-ce que c'est une question? Parce que... Est-ce que nous-mêmes, sans être forcément une élite, nous ne sommes pas aussi dans des formes de trahison? Est-ce que nous jouons notre rôle? Si nous comprenons ce rôle-là, est-ce que nous savons quel est notre rôle? Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que nous le maîtrisons? D'accord? Donc, est-ce que, à votre avis, poser la question de cette façon-là a du sens? Pourquoi notre élite nous trahit-elle? Quelqu'un veut intervenir? Oui. Moi, la première question qui me vient à l'esprit lorsque vous posez cette question, c'est qu'est-ce qu'on appelle une élite? Et surtout, dans l'acceptation africaine, sur le plan culturel, comment nos ancêtres, comment eux, ils ont défini ce qu'on appelle une élite? Je recommence la D'accord. Je recommence la question. D'accord. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, la première question, c'est qu'est-ce qu'on appelle une élite dans la manière dont nos ancêtres la percevaient? Comment, par exemple, Imhotep, le constructeur du domaine funéraire de Djoser, celui qui a construit la pyramide à Degri, c'était une élite. Ça, il faisait partie de l'élite. Voilà. Il y en a plein d'autres comme ça, jusqu'au temps de l'Empire du Mali. Bon, bref. Qu'est-ce qu'une élite dans l'acceptation occidentale? Et est-ce que nous avons cherché à comprendre, à savoir qu'est-ce qu'une élite dans l'acceptation africaine? Voilà. Hôtel à tout le monde. Moi, je pense que la réponse, elle est en partie dans leur programme scolaire. J'ai un peu cherché sur ce qu'on appelle l'école des otages, qui a été créée au Sénégal. Et on a des Français qui ont créé des écoles, kidnappant des chefs notables, des chefs de village et leurs enfants, les forçant à s'instruire selon le paradigme recentré. Et du coup, très tôt, très jeunes, ils apprennent tout ce qu'on connaît, le matérialisme. Un arbre, c'est un arbre, un arbre, c'est un meuble. Et voilà, on les a retirés de tout ce qui est énergie, tout ce qui est immatériel. Et en fait, nos dirigeants suivent un programme eurocentré. C'est pour ça qu'ils nous trahissent, en partie. Okay. J'ai vu que quelqu'un avait levé le doigt. Il y a d'autres personnes qui ont levé le doigt. Alors moi j'ai une petite question par rapport à... En fait, moi je vais faire le lien entre les élites qui trahissent la communauté noire en général, auquel soit aux États-Unis, en Afrique, même dans la Caraïbe, et on va dire le processus de créolisation.
dire on va faire en sorte de faire un noir qui se nie, qui va se dire portugais au lieu de dire africain, qui va se dire latino, musulman, ou bien peu importe les deux races. Et un peu qui était un peu le but des premiers colons portugais, de dire l'Africain est un créolo, un serviteur, il est supérieur à l'Africain. Donc il n'est pas africain, il est créole. Donc je vais peut-être choquer d'autres personnes, mais bon. Et du coup, on voit que les élites en général, surtout Macky Sall, peu importe, on voit qu'ils se nient. Et moi je voudrais bien faire la juxtaposition entre la créolisation, cette processus de faire un noir qui se nie en général, et ces élites qui se considèrent pas africains, du coup, ne vont pas se battre pour les Africains. Par exemple, pour la Tunisie, ils ne vont pas aller se battre pour les Africains qui meurent, comme Macky Sall qui n'envoie pas d'avion, pour les Sénégalais qui appellent à dire on a besoin d'avions parce qu'on est en train de se faire tuer. On va dire bah non, j'ai pas envie d'avion, il n'y a pas de problème, parce que j'ai rien à faire. Et c'est pas ça le problème en fait de dire. Mais il va chercher de la nourriture en Russie pour les Occidentaux. Il a fait des choses. On l'a envoyé pour dire que les Africains sont les premiers affamés quand il y a des problèmes. Donc voilà, la Russie a joué le jeu, a envoyé des tonnes et des tonnes. Je crois qu'il y avait une vingtaine de navires chargés de blé, ou enfin de céréales, qui étaient destinés aux pays africains. Ouais. Et je crois que c'était amené en Turquie et en Europe, je crois, d'abord. Non, il y en a 3 qui sont arrivés sur le continent et c'est en Égypte. C'est-à-dire Macky Sall a servi d'intermédiaire pour nourrir les Occidentaux, alors que son pays même, son continent même, il a joué avec les trucs de la CEDEAO, pas les punitions, les blocus, là, comment ça s'appelle donc, on sait le rôle que peuvent jouer justement ces personnes qui ont, à leur créolisation ou franc-africain, on est un peu dans le même schéma. D'accord. Okay. Après, moi j'appelle créolisation, mais moi j'appelle la solution du Nord. Mais après, nous avons cette problématique très très bien débattue chez nous. Parce que ce sont nos colons béquets qui sont allés à l'offensive. Et ils ne lâchent pas le morceau. Parce qu'il faut absolument nous définir comme des créoles, parce que l'enjeu est celui-là. Il est identitaire, mais pour garder, comme on a parlé en Amérique indigène, on a parlé de Amérique latine. Et nous, on est en train de nous parler d'Amérique, des Antilles françaises, créoles. C'est ça la même chose. Les indigènes disent non, on est Amérique du Sud. Ça a du sens idéologiquement. Eh bien, le travail, le combat qu'on mène maintenant oppose ceux qui refusent que ces espaces-là soient des espaces de créoles entre guillemets, et que l'Afrique en soit complètement évacuée, parce que c'est ça l'enjeu. Il ne faut pas. Ils n'ont jamais accepté que là où ils sont passés, en enrichissant ces régions et eux-mêmes par le travail des Africains, de reconnaître l'apport des Africains. Vous voyez? Pas reconnaître, mais vivre dedans. Parce que moi, je fais des recherches, mais vraiment sur tout et rien. Et l'Afrique, elle est partout. Je dis, mais comment c'est possible qu'on nous dise, même les communautés qui sont là, même les Chinois qui ont envahi notre petit territoire, eh bien, ils nous vendent de la cuisine dite créole. Mais c'est la cuisine à base africaine. Les cuisines en sauce, c'est l'Afrique qui a inventé ça. Donc on est dans des goûts, dans des trucs, c'est vraiment horrible. Mais c'est une guerre que nous avons méconnue, parce que nous n'étions pas sur ça. Ce n'est pas des choses pour lesquelles on a des préoccupations particulières. La question de se vouloir supérieur, ben justement en Italie, je parlais de ça avec ceux qui enseignent, qui forment des générations d'intellectuels de leur pays. Pourquoi ce besoin que vous avez de vous décliner en supérieur? Quel est votre problème? Vous êtes supérieur dans toute chose, vous nous bassinez avec ça matin, midi et soir. Quel est votre problème? Alors il dit, oui, c'est bien vous que vous ayez compris qu'il y a un problème là. J'ai dit, mais oui, vous avez un problème de compensation. Et vous compensez quoi? Donc, vous venez compenser sur nous votre besoin de compensation, et on est tout le temps des gens qui, pendant des siècles, à qui on a répété ton cheveu n'est pas beau, ta couleur n'est pas bonne, il faut te métisser. Pendant des siècles, vous avez pourri la vie des gens avec ce besoin de compensation en vous présentant comme ultra supérieur. Et aujourd'hui, parce que vous voyez que vous êtes acculé, vous reconnaissez, et encore, quelques-uns reconnaissent seulement que c'est bien un besoin de compensation qui a amené les Blancs à leur compensation. Il faut connaître son histoire. Hein. Quand je dis ça,
C'est une phrase qui a l'air lapidaire, mais elle a besoin de 1000 ans pour être exposée. Donc voilà, c'est le travail de recherche que je mène aussi. Pourquoi ce besoin de compensation? Ben voilà. Eh bien, du coup, il a fallu convaincre ceux qui avaient les richesses et ceux par qui on s'enrichissait, il a fallu les convaincre qu'il n'était rien, pas de culture, on est des meubles, j'allais dire en réserve, hein, on nous garde sous le coude avec le code noir, hein, code noir pas abrogé en 2021. Et vous imaginez les calculs qu'il y a derrière ça. Parce que 1848, foutez ça en l'air. On a décidé que l'esclavage était fini. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a assez d'éléments pour dire qu'on mène une guerre au peuple noir qui est virulente et très curieusement, les Noirs ne voient pas ça. Cet aveuglement est-il volontaire ou est-il provoqué? Et quelles en sont les conséquences? Donc c'est une petite crème de gens qu'on va sauver, et puis toute la masse, on va la laisser être exterminée, parce que voilà, elle ne sert à rien. Mais nous, demain, là, nous qui sauvons nos peaux, soi-disant, vous verrez, quand il n'y aura plus d'autres nègres des campagnes exterminées, c'est nous qui allons être les esclaves. Hein. Il ne faut pas croire qu'on est une couche préservée et favorisée. Vous voyez, à un moment ou à un autre, c'est comme disait ce prêtre allemand, on est venu chercher un tel, j'ai pas agi, on est venu chercher un deuxième, je n'ai rien dit, on est chercher un troisième, et puis un jour on est venu me chercher et il n'y avait personne pour me défendre. Hein. Nous connaissons ça, n'est-ce pas? Donc faites bien attention. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui une réflexion sur les mentalités, pour qu'on essaye de comprendre comment les choses se sont un peu mises en place. Vous aviez deux personnes... Oui, allez-y. Oui, bonjour à tous. Je suis martiniquais. Et la question de ces élites qui nous trahissent, mais déjà en Martinique, on dit nec contre nec. Oui. Donc ça part de là déjà. Donc, je pense que si entre nous déjà, on n'arrive pas à être solidaires, je ne vois pas comment nos élites peuvent nous aider. Voilà. Mais le travail des élites, c'est de créer du lien entre elles et le peuple, parce qu'elles sont porteuses d'un projet. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des élites. Alors on va voir, élite politique, élite intellectuelle, élite religieuse, élite tout ça. Il faut bien qu'on comprenne que chaque catégorie d'élite a son rôle à jouer. Le problème, c'est que nous, toutes nos élites sont au service de la domination de leur peuple. C'est ça le problème. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Mais quelqu'un a évoqué tout à l'heure la question de la formation. Vous allez voir que tout est passé par l'école. Tout. Et continue à passer par l'école. Allez-y. Moi, à ce stade, j'ai l'impression que nos élites n'ont même pas conscience qu'ils trahissent son peuple, parce qu'ils sont mus par une culture, une organisation de code armique qui les a formés depuis la naissance, un système de pensée uniquement eurocentré, avec des aptitudes, avec des objectifs économico-religieux uniquement eurocentrés. D'à partir du moment que vous avez dans l'esprit, que vous avez grandi avec une culture de l'économie de marché, et qu'on vous demande d'appliquer cette économie de marché dans votre terre natale, vous allez d'une manière automatique réfléchir comme quelqu'un qui veut faire perdurer cette économie de marché. Donc vous allez réfléchir en tant que profit, en tant que valeur ajoutée, mais ça sera un profit pour le maître qui les a formés. Et lui, pensant cette élite, on l'appelle comme ça, moi je ne l'appelle pas comme ça, parce que je ne me représente pas dans les élites qui nous gouvernent aujourd'hui. D'accord? Cette élite va penser qu'il est mu par une sorte de mission de sauver son pays. C'est pour ça que la monnaie africaine, le franc CFA, est défendu bec et ongle par quelqu'un comme Ouattara, par Macky Sall. Ouattara qui, il y a quelques semaines ou quelques mois, qui a fait une interview en disant qu'il avait défendu le projet du franc CFA, qu'il avait porté, et que ce projet... Il a défendu l'éco avec Macron. L'éco.
Voilà. Il a récupéré. Voilà, il a récupéré l'ego en disant qu'il avait fait des études de marché, qu'il avait fait ci et ça pour montrer sa culture. Mais en fin de compte, je voyais là que simplement, on va dire, l'expression d'un leucoderme qui était en Afrique pour vendre son. En fin de compte, ces gens-là, j'ai du mal à voir en eux cette élite. Qui sont en aucun moment. Mais elle existe, cette élite-là, elle existe. Elle existe, oui. Mais je veux dire par là, on lui donne de l'importance parce qu'il y a ce côté richesse, ce côté un peu bling-bling, ce côté matériel, qui fait que beaucoup de Noirs veulent ressembler à ce genre de personnes parce qu'ils se disent, regardez, eux, ils ont suivi les règles, maintenant ils sont au pouvoir, ils ont les grandes voitures, ils ont les grandes maisons, ils ont même des esclaves, il faut le dire, hein, ils ont même des esclaves. Et malheureusement, nous, les Noirs, on est souvent impressionnés et impressionnables par ce genre de signes extérieurs de richesse. Et c'est ça, et à mon sens, c'est un des problèmes, c'est qu'on se perd, on s'est perdu nous-mêmes. On a perdu nos valeurs parce que quelque part on a cet exemple entre guillemets de réussite sociale qui nous est donné à coup de publicité, à coup donc, voilà, oui, c'est ça. Oui, merci. À vous qui êtes intervenu aussi. Je vais vous donner la parole, mais je voudrais que nous commencions à déconstruire notre façon de penser. Quand nous disons que nous avons, c'est une manière qu'on nous a apprise de considérer que nous sommes acteurs dans notre malheur. Or, quand on vous a déporté, qu'on vous a tout enlevé, que vous n'avez aucun repère et qu'on vous socialise de manière totalement unilatérale pour répondre aux besoins des maîtres, n'allez pas dire qu'on a fait quelque chose et qu'on est acteur dans la dépossession de soi. Si on avait une culture en face qui disait un système et qu'on avait laissé les systèmes se confronter, on aurait pu dire ça. Mais ces systèmes-là, le système africain a été détruit. Mais il faut lire le Père là-bas, il faut lire, mais les scélératesses, les méchancetés, même dans le Code noir, c'est insupportable de lire ce qu'on faisait aux Noirs qui osaient marronner ou désobéir. Donc il faut faire attention. Est-ce que cette manière de transcrire la réalité dans nos discours n'est pas faire une place ou bien comment on va dire ça, dédouaner les crimes qui ont été commis contre nous parce que au fond nous sommes en train d'endosser une responsabilité qui n'est pas forcément la nôtre. Vous verrez dans mon propos, je ne suis pas en train d'excuser qui que ce soit. Moi, je suis quelqu'un qui regarde la réalité en face. Je sais ce que nous faisons de bien, ce que nous faisons de mal. Quand j'ai écrit Impact du racisme, je savais que les gens qui croient que le peuple noir est un peuple qui a un complexe d'infériorité, je savais qu'il fallait déconstruire ça. Parce que ça n'est pas ça. Moi, en tant que sociologue, il y a peu de sociologues dans notre communauté qui travaillent à vraiment déconstruire un certain nombre de poncifs. Mais je savais qu'on ne pouvait pas dire que le peuple noir était un peuple complexé, parce que tous les jours, au quotidien, de 1000 façons différentes, on lui dit de courber l'échine, de fermer sa bouche, pour ne pas dire autrement, et surtout d'aller se défriser, de se blanchir, de se métisser, etc. C'est ça qu'on lui dit, parce qu'il n'est pas regardable, il ne serait pas regardable, pas acceptable, pas ci, pas ça. Je veux dire, c'est ça, toute la littérature que je lis depuis des dizaines d'années, c'est horrible. Et je me dis que si les Noirs savaient ce qu'il y avait dans les livres sur eux, je suis sûre qu'on aurait bougé beaucoup plus et beaucoup plus vite. C'est parce que tout ça est caché et que ça n'a servi qu'au monde des Blancs pour construire le noir. Nous sommes une construction de gens qui ne nous ont jamais aimés et qui n'ont jamais voulu que notre énergie, notre travail. C'est tout. Maintenant, à côté de ça, voilà, on ne peut pas tous les mettre dans un truc et puis les pilonner. Il faut donner un petit peu de ci, un petit peu de laisse, un petit peu de pouvoir, un petit peu de miettes, hein, et puis dire, ah oui, quand on a oublié complètement qui on était, on va le voir, on va dire, mais
Je vais vous lire tout à l'heure ce que j'ai écrit sur le Larbin. C'est une petite vidéo qui est intéressante. Mais c'est une construction. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Sur quelle base comparez-vous? Moi, je suis dans ma recherche systématiquement comparatiste. C'est pour cela que je dis, je base mes recherches sur la comparaison. Si j'ai deux acteurs en jeu, si j'ai deux phénomènes et qui interagissent et qui produisent sur l'un ou l'autre acteur des résultats concrets, je sais à quel moment je vais faire intervenir les responsabilités de chaque acteur. Mais dans notre cas, dans le drame que nous vivons, nous sommes dans une cécité totale par rapport à la compréhension très exacte de ce qui nous est arrivé et qui continue à nous arriver. Parce que vous êtes tous plus ou moins immergés dans le care, les soins, hein, ou dans l'économie, la gestion, la comptabilité, patati patata. Et nous sommes le continent et les peuples moins développés. Il y a un tchac. Pourquoi avons-nous tous foncé vers l'économique, vers le ci, le ça, et qu'on considère que c'est... Bah, ce sont les petites mains dont le projet colonial avait besoin, le projet de domination. Vous voyez, c'est plus simple d'avoir des petites mains qui travaillent pour nous, jamais dirigées. Vous êtes toujours président, machin, directeur adjoint, machin adjoint. Il y a toujours un maître par-dessus vos têtes et qui vous dit, attention, mais vous êtes content, je suis directeur adjoint. Mais c'est quoi le pouvoir? Comment évaluez-vous le pouvoir? Comment le voulez-vous? Comment l'assumez-vous? Comment le comprenez-vous? Adjoint de quoi? De qui ça? Pour faire quel projet? Donc je ne suis jamais dans un projet qui soit le mien totalement, que je dirige, que je régule et que j'organise en fonction de mes besoins, de mes intérêts. Je ne suis jamais dans ça. Donc je peux être adjoint si on veut. J'ai peut-être... 700 € par rapport à ceux qui ne sont pas adjoints du tout. Voilà. Mais j'en fais quoi? Je le mets à la banque et ce sont les autres qui se servent de ça pour faire fructifier leur patrimoine. Et puis qui me disent, parce que l'argent n'existe pas, vous savez bien. Nos amis du continent nous l'expliquent tous les jours, et très brillamment. Mais ils sont beaucoup économistes. Hein. Et l'Afrique n'arrive pas à sortir du franc CFA. Mais on est tous gestionnaires de quelque chose. Et pourquoi? C'est comme les enseignants. On est tous enseignants de quelque chose pour enseigner quoi? Exactement ce que les Européens ont décidé pour nous. La France, ce sont les Français qui écrivent nos manuels d'histoire, qui sont aussi en Afrique. Les manuels d'histoire, ils apprennent leurs ancêtres les Gaulois comme nous-mêmes. Et sans consulter, sans avoir besoin de consulter les Africains, parce qu'ils ne connaissent rien. Anthropologiquement, le noir est non existant. Donc, on continue à produire des êtres sociologiques. Si vous voulez la différence, je vais vous l'expliquer. Donc, nous sommes encore des personnes sociologiques et jamais anthropologiques. Et c'est pour cela que nous nous connaissons si mal. Donc, je rebondissais sur ce que vous disiez. Faisons attention à cette manière que nous avons de croire que nous sommes investis de pouvoir. Et je vous dis ça parce que je travaille sur le pouvoir depuis très longtemps. Et s'il y a un peuple qui est démuni à ce niveau-là, c'est bien nous. Et pour des raisons qui nous échappent totalement. Donc, soyons prudents, soyons vigilants, et allons voir jusqu'à quel moment, à partir de quoi nous allons nous décoloniser pour entrer dans quelque chose qui sera vraiment, d'abord, un discours qui est à nous. Il y a un livre qui est merveilleux à ce niveau-là, c'est un Indien qui l'a écrit, qui s'appelle L'ennemi intime. L'ennemi intime. Eh bien, il vous apprend comment le dominant veut que vous le critiquiez. Et vous répétez, vous dites oui, il est méchant, mais ça ne fait rien. Mais si vous dites, attention, demain, je vous pose une bombe, il vous détruit. Mais tant que vous dites oui, il est méchant, il a fait ci, il a colonisé, ça ne gêne personne, d'ailleurs la preuve. Mais c'est un psychosociologue. C'est quoi son nom déjà? L'ennemi intime, cherchez si vous voulez, mais le livre est passionnant, facile à lire et surprenant.
Parce que nous n'avons pas l'habitude de penser que... parce que quand on avait lu Peau noire, masque blanc, ouais, on s'est tous sentis un peu honteux, un peu laids d'être des aliénés, des gens qui se présentent comme ayant, je ne sais quoi, quelle maladie, hein, puisque le nègre est la pathologie, le nègre est ci, le nègre est ça. On a totalement psychiatrisé, médicalisé les problématiques qui sont fondamentalement sociologiques. On les a médicalisés. Et du coup, le noir est un malade pour beaucoup de gens. Alors, à quel niveau, à quel moment nous sommes-nous appropriés jamais d'un discours qui ferait de nous, qui dirait non, je refuse la médicalisation. Fanon est peut-être intéressant pour d'autres raisons, mais pas pour Peau noire, masque blanc, qui est traduit dans le monde entier et qui a convaincu le monde entier que nous sommes une bande de malades. Non, je ne suis pas d'accord avec Peau noire, masque blanc. Mais il y a des choses qu'on peut regarder qui sont, voilà, qu'on peut dire autrement, en montrant notre aliénation, parce que vous ne pouvez pas avoir été éduqué par un système qui vous veut aliéner et vous traiter d'aliéné, mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Parce que l'aliénation, l'assimilation qui est le projet de la France pour nous, c'est un projet qui est fondamentalement un projet d'aliénation. L'assimilation, comme le dit Burton dans La famille coloniale, aussi un livre passionnant, qui explique que l'assimilation qu'on nous dit avoir voulu n'a jamais été le choix de nous, un peuple voilà, départementalisé, comme disait Césaire. Eh bien, ça n'a jamais été de nous. Mais aujourd'hui, aucun homme politique ne reconnaît que ça ne vient pas de nous. Parce que quand la France, par exemple, les questions d'autonomie, la France envoie tout doucement des idées. Et puis, ça se structure petit à petit. Les partis sur place se les approprient, sont des idées, ça les approprie. Et puis, un jour, ils disent, bon, nous, on veut l'autonomie. Ils voulaient la départementalisation. Quand Césaire a compris que c'était l'assimilation, disparition, il a dit, bon, on va parler plutôt de départementalisation. Mais il était trop tard, parce qu'on l'avait envoyé voter l'assimilation. Donc aujourd'hui, on a beau jeu de dire, oui, mais Césaire, malgré tout ça, c'est lui qui a voté l'assimilation. Non. Dans le livre de Burton, il vous explique, dans La famille coloniale, il vous explique que maintenant, c'est une grosse farce. On a déracialisé nos populations, il ne fallait pas parler de couleur, de quoi que ce soit, on va le voir encore, et on a décidé que on est dans quelque chose d'une volonté du peuple. Donc il faut que nous soyons aussi des chercheurs avisés pour que nous comprenions comment on nous couillonne aussi. Parce que avec les intelligences qu'on a, on ne peut pas nous laisser penser que finalement on ne sert à rien, que c'est le maître qui fait tout, qui décide de tout. Donc il faut nous laisser un petit peu croire que nous aussi, nous sommes des personnes agissantes, des acteurs, des actrices, et que nous sommes des calculs, que oui, nous avons inventé l'assimilation. Mais vraiment, c'est un foutage de gueule, mais vraiment, le dominant n'a pas de limite, parce que nous sommes dans ça, nous l'acceptons. Il y a deux personnes qui veulent la parole, oui. Ah ben allez-y. Après, il y a madame et il y a monsieur. J'avais le micro déjà. Bonjour. Je vais mettre les pieds dans le plat, peut-être un peu naïf, mais moi je poserais le problème différemment. Donc, dans le même sens que vous, je dirais pourquoi certaines de nos élites nous trahissent. Parce que je pense que nous en avons, et pour moi vous en êtes une, qui sont avec nous, qui sont dans le combat, si je peux utiliser ce terme. Et je pense que s'il y a véritablement un problème, il est au niveau de la relation que nous avons avec nos élites, ou qu'elles ont avec nous. Je ne pense pas qu'il y ait une fusion entre les deux entités. Et j'irais plus loin, je dirais pourquoi nous, en tant que peuple, parce que je pense qu'il y a peut-être trahison quelque part de ces élites-là, mais j'ai plutôt l'impression que c'est nous, en tant que peuple, qui sont déconnectés de nos ancêtres. Moi, je dirais plutôt pourquoi trahissons-nous nos ancêtres, qui nous ont légué un si beau patrimoine. Pourquoi nous ne sommes pas... Je prends un cas concret, pourquoi par exemple nous ne faisons pas des conférences comme celle-ci, on aurait pu la faire en créole ou en langue africaine. Bon, je sais que c'est peut-être pas possible pour le moment, mais pourquoi ne pas plutôt se mettre dans cet état d'esprit-là de... Voilà, moi c'est comme ça que je verrais la chose, mais c'est que mon point de vue.
D'accord, oui. Donc, OTEP à toutes et à tous. Donc, je tiens d'abord à remercier la grande sœur d'estime d'être venue déjà nous délivrer son savoir et surtout d'avoir, entre guillemets, ouvert la parole, parce que d'habitude, on a des conférenciers qui viennent, bon, pas peut-être, je pense pas le mot assommer, mais voilà, qui viennent nous délivrer le gros savoir, et puis après, à la fin, quand on demande des questions, il n'y a pas beaucoup de questions, quoi. Et là, vous avez eu cette initiative de dire, ah, j'ouvre la parole, donc j'aimerais vraiment vous remercier pour ça. Nos élites nous trahissent telles, tout ça, bon, j'ai envie de dire oui, mais j'ai envie de préciser que s'il n'y a pas que nos élites qui nous trahissent. Dire cela, ça veut dire, c'est comme si on identifiait le problème et on est à l'extérieur du problème. Le problème, c'est nos élites qui nous trahissent. Non, 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 non. Le choc, ça c'est, raisonner comme ça, c'est comme si on négligeait les conséquences du choc colonial. Le choc colonial qu'on a reçu, je pense qu'aucun peuple sur la planète Terre n'a reçu autant de violence que le peuple noir a reçu. Bon, certains ont même disparu tellement, voilà, le niveau du choc qu'ils ont reçu, il est pourtant inférieur au niveau du choc du peuple noir, mais ça suffit pour le faire disparaître. Donc, le choc le plus violent qu'une civilisation ait reçu, c'est le peuple noir qui l'a vécu. Bien sûr. Et bien donc, les conséquences de ce choc-là, non seulement ont été physiques, tout ça, bon, des civilisations disparues, esclavage, déportation, hein, ouais, je passe, mais c'est surtout aussi le choc psychologique. Donc, les conséquences de ce choc psychologique qu'on appelle aliénation, eh bien, on l'a, même moi qui vous parle, j'ai un niveau d'aliénation. Je veux dire, c'est ne pas reconnaître qu'on est malade, on ne prendra jamais de médicaments. Si on va voir un docteur en disant, mais non, ça va docteur, on va pas dire, voilà, machin, mais si on dit, oui, j'ai mal à la tête, là, on va donner le comprimé, etc., etc. Donc, si nous, on se dit qu'en fait, non, bon, parce qu'on est conscientisé, donc on n'est plus aliéné, bah, c'est comme si on se déclarait plus malade, en fait. Et donc, on ne fera pas le nécessaire pour se guérir. Pourquoi je rappelle ça? C'est parce que je me dis que le problème, il est global, pas seulement au niveau des élites. C'est normal qu'au niveau des élites, ils nous trahissent parce que les élites sont soit choisies par le système du colon, quoi, par la France-Afrique, on va dire, pour parler juste de la colonie française en Afrique. Parce que moi, je viens du Gabon, donc d'un pays colonisé par la France. Donc, effectivement, c'est la France qui les place au-dessus. On est tous et toutes issus, justement, d'une population qui a été, j'ai envie de dire, choquée psychologiquement par toute cette histoire. Donc, c'est quelque part un peu normal que ce qu'on va faire monter, bien sûr, leur rôle, bah, c'est de travailler pour le colon, donc de nous trahir. Mais même à notre niveau, est-ce que nous aussi, on n'est pas aussi en train de participer à notre propre trahison? Moi, je pense que oui, à différents degrés. Donc, je ne mets pas la faute seulement sur les élites, je mets la faute un peu sur nous tous, un peu comme le frère a dit tout à l'heure. En fait, on se trahit plus ou moins. Bon. Bien sûr, je relativise, hein, je ne suis pas en train de dire qu'on se trahit au même degré. C'est vraiment, ça dépend des degrés, quoi. Par exemple, nous qui sommes un peu conscientisés, je le dis un peu pour rester modeste, en fait, je pense que le panafricanisme, c'est ça qui nous a permis de nous libérer, de nous coloniser, de gagner des indépendances, on va dire. C'est parce que les gens comme les Marcus Garvey, enfin bref, les gens de la diaspora, ont transmis cette connaissance aux gens du continent, les Lumumba et tout ça, qui ont libéré les pays. Donc, malheureusement, eh ben, le colon a repris le dessus, quoi, avec le néocolonialisme, etc., etc. Moi, je pense, pour répondre à votre question, que, enfin, les gens qui sont conscientisés ici, là, qui m'écoutent, qui me regardent, bah, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit ce qui se passe, on a envie de céder à la colère, de dire mais non, il y en a marre, qu'est-ce qu'on fout, un peu comme vous avez dit tout à l'heure, on n'est pas assez méchant, etc. On n'est pas assez, voilà, on est trop gentil, on est trop gentil. Je suis un peu en désaccord avec cette, je pense qu'on est plutôt trop faible, on est démunis, on est désarmé depuis le choc colonial. Mais
aujourd'hui, on n'a que la colère. Je veux dire, si on ne prend pas l'initiative, donc je pense qu'il est temps qu'on s'investisse en politique, et c'est seulement quand on s'investira en politique qu'on pourra récupérer ce qui est devenu nos colonies, que ce soit sur le continent et dans la diaspora, et c'est seulement à ce moment-là qu'on va réaliser le seul rêve, enfin, la seule solution qui est offerte au peuple noir, c'est celle que nos ancêtres ont déjà pensée, c'est l'unité fédérale de l'Afrique, l'État fédéral africain qui pourra défendre l'Afrique. Toutes les autres solutions, moi, j'y crois pas. On peut s'énerver dans son coin et dire « Ouais, non, mais j'en ai marre, moi aussi je vais... » On va faire quoi? On va finir djihadiste. Ça ne va pas résoudre notre problème. Oui. Donc, voilà, c'est la question des élites. Alors, restez sur ça. Ok. Madame a demandé la parole depuis longtemps. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Africamat et bien évidemment vous remercier aussi, Dr Esmeralda, pour cette journée en tout cas. Par rapport à cette question, donc nos élites nous trahissent-elles? Alors, il y a déjà eu beaucoup d'interventions très pertinentes sur la question. Et je rejoins aussi ce qui a été dit, c'est-à-dire que nos élites ne sont pas vraiment nos élites, parce que de toute façon, elles sont dans des institutions, enfin, elles ont leur statut dans des institutions qui n'ont pas été créées par nous, réellement, et elles ont vocation à servir l'Occident, enfin, elles ne sont pas là pour servir leur peuple. C'est-à-dire que nos élites ne sont pas ne servent pas dans un paradigme africain, c'est-à-dire elles ne sont pas là pour servir le peuple de toute façon. Et elles sont là pour servir, donc encore une fois, les intérêts des occidentaux, qui se traduisent dans tous les cas par des intérêts matériels. Quand on voit même de toute façon qu'en Occident, l'élite en soi ne sert pas non plus son peuple, elle sert une certaine classe. On voit aussi que le but c'est de récupérer en fait au maximum la force de travail, l'énergie, enfin, partout où on peut la capter pour cette classe précisément. Et donc aussi sur la question de la trahison, en soi, il est vrai qu'il y a aussi cet effet miroir des élites par rapport à nous collectivement, parce que au final, en soi, au quotidien, enfin je ne sais pas pour vous, mais moi par exemple, même par rapport à la profession que j'ai actuellement, parce que voilà, je travaille dans le monde de la formation supérieure pour une école de commerce, voilà. Dans mon travail au quotidien, je ne sers pas du tout mon peuple. Et c'est très difficile de basculer dans autre chose, de réfléchir à une... Parce qu'en soi, on le sait, dans une société capitaliste dans laquelle on est, le travail prend énormément de notre temps, énormément de notre énergie. Et à quel moment on fait cette bascule? Et la question aussi de l'éducation de ces élites, et nous tous, au final, elle est extrêmement forte, parce que moi, je le vois dans le domaine de la formation où je suis, je vois des jeunes Africains qui veulent aller en école de commerce, se former à la finance, et qui veulent devenir gestionnaires de patrimoine pour des personnes en Occident. Enfin, je trouve c'est grave, en fait. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette question. Merci. Il y a un monsieur derrière qui avait demandé. Ah, ok. Je dis un mot. Déjà, merci à vous, docteur, de nous permettre de nous exprimer. Ma mère a tous vos livres. Elle m'a forcé à en lire certains. Mais le souci, c'est que je me suis rendu compte récemment que nos parents, à nos âges, avaient ce genre de débat aussi, avec le même nombre d'intervenants il y a déjà des années. Et finalement, l'histoire se répète, se bégaye. Alors que là, aujourd'hui, on a un joker, c'est Internet. C'est-à-dire que on peut comparer ce que vit notre peuple à ce qu'on appelle le syndrome de la femme battue. C'est-à-dire que on peut expliquer à une femme battue qu'elle est battue et qu'elle est maltraitée. On peut lui ouvrir la porte et lui dire de partir. Mais il va y avoir un moment de stupeur où elle va se dire mais qu'est-ce que je vais faire Je pense que là, c'est de votre responsabilité à vous, nos vraies élites. Parce que vous parlez d'élite, mais un Macky Sall est l'élite de très peu de gens en Afrique. Vous voyez,
nos vraies élites, c'est vous. Et je pense que c'est enfin, des gens comme vous, docteur, mais je pense que c'est de votre responsabilité à vous d'établir une espèce de feuille de route diffusable sur Internet, vous voyez, synthétisant les marches à suivre pour pouvoir s'émanciper, vous voyez, parce que je pense que c'est ça qui nous manque. On est dans un état de stupeur, on ne sait pas où dans quelle direction aller, vous voyez, ça va dans tous les sens. Et voilà ce que je voulais dire. Merci à tout le monde qui est intervenu, merci à Africamat, docteur Esmeralda, vous pensez à Nusiré Kalala, je pense qu'il est avec nous, et Pierre-Louis Tillet, merci à vous tous. Donc je vais essayer de ne pas perdre le fil, et je vais parler de mon expérience avec Joby Valente, que vous connaissez, et parler de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Parce qu'il faut aller à la source des mots. Et donc, l'assassinat de Sylvanus Olympio au Togo, je pense que tout le monde connaît un peu son histoire, ça a été un des points forts pour impressionner le noir quand il prend conscience et qu'il veut aller au bout de sa libération. C'était le cas de Sylvanus Olympio. Et avec Joby Valente, elle a une très forte documentation, parce qu'elle est institutrice et consciente. Et j'ai appris avec elle et que, en fait, beaucoup d'Africains par rapport à la France-Afrique qui venaient faire leurs études en France, beaucoup en Sciences Po, parce que la plupart, je pense, des élites politiques passent par la Sciences Po quand ils viennent en France. Et les premiers, en fait, à l'époque, il n'y avait pas Internet et les médias. Il faut savoir que beaucoup ont été assassinés. Au Cameroun, par exemple, beaucoup d'étudiants qui disaient qu'ils voulaient libérer leur pays ont été assassinés. Ça, les gens ne le savent pas. Il n'y avait pas les médias à l'époque. Et ils ont installé la peur à travers Sylvanus Olympio au Cameroun, en fait, le travail sur la spiritualité d'écarter, parce que notre spiritualité, les ancêtres, comme j'ai entendu plusieurs en parler, c'est des choses qui nous protègent de la peur de bien faire, de faire pour notre peuple. Et donc, ils ont fait un travail et de la peur à travers les assassinats, et enlever notre spiritualité pour nous mettre des choses, la peur du blanc, la peur de réussir. Et enfin, j'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais voilà, c'est des éléments sur lesquels j'aimerais qu'on réfléchisse comment ils ont fait pour que nos élites d'aujourd'hui arrivent à ce qu'elles font. Voilà. Le monsieur qui est à côté. Un peu d'émotion, mais le monsieur qui est à côté. Je pense que j'ai dit les choses. Voilà. Il y a longtemps qu'il demande la parole. Merci d'avoir patienté. Merci pour cette organisation. Je vais un peu vous inquiéter. En ce sens que l'Afrique et les Africains et les Noirs en général n'ont pas d'élite. Et on ne peut que constater cela. Tout ce qu'on dit depuis là, nos élites nous trahissent, c'est parce qu'on est entré dans le piège de la définition de l'élite. Il y a quelqu'un qui a signalé ça tout à l'heure. Comment est-ce qu'on définit l'élite? Qu'est-ce qu'on met dans la définition de l'élite? Et comment est-ce qu'on se retrouve dedans? Nous, on s'est embarqué dans la diplômite. On a confondu les diplômés et les sous-diplômés avec des élites. C'est pour cela que lorsque le monsieur a commencé au départ en parlant de docteur, moi j'étais très inquiet. Parce qu'il commençait déjà très mal. Et c'est bien pour cela qu'on s'embrouille depuis. Parce qu'on attend les Sorbonnards qui viennent nous défendre. Or, le Sorbonnard, c'est un perdu. Il est dans ces choses, il ne sait pas trop, il est en train de passer. Et à la fin, on lui pose des questions qu'il ne comprend pas. Et quand quelqu'un disait, je ne comprends pas ta question, je ne comprends pas ma réponse, on s'embrouille un peu là. Et à la fin, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce qui se passe actuellement. Moi, ce que je sais du peu que j'ai appris, c'est qu'il y a un gros travail à faire. Parce que l'Afrique est une configuration très compliquée actuellement. On ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va. Personne ne sait où on est, personne ne sait où on va. Parce que même les Occidentaux ne peuvent pas savoir ce qu'il faut faire pour l'Afrique.
Aucun peuple actuellement dans la position de l'Afrique ne saurait quoi faire. On peut s'embrouiller comme on s'embrouille, mais personne ne sait comment faire. Si on prend, comme j'explique souvent, l'historique dans le CV de chaque peuple sur les 1000 dernières années, on serait inquiet du cas de l'Afrique. On ne peut pas comparer un pays hors de l'Afrique, ou bien les Africains, avec une autre population. C'est impossible, c'est une perte de temps. Je vois souvent qu'on compare la Côte d'Ivoire avec Singapour, on fait des choses tirées par les cheveux comme ça. On dit, bon, en 1960, aux indépendances, Singapour prenait de l'aide à la Côte d'Ivoire, des choses comme ça. Là, il y avait la Corée du Sud qui voyait flou comme tout le monde, et maintenant, mais non. 1960, la Corée du Sud sortait de quoi? Nous, on sortait de quoi? Nous, on sort de l'esclavage pour tomber dans la colonisation et déboucher du néocolonialisme. Mais ça ne ressemble à rien. Oui. La Corée du Sud sort de quoi? La Chine sort de quoi? L'Europe sort de quoi? On dit qu'on a mis les Slaves en esclavage. Mais après, et avant, il y avait quoi? Nous sommes dans la continuité, nous sommes dans le flou depuis. On ne peut pas comparer. On est dans les comparaisons tirées comme ça. Et bon, moi je dis les africanistes, et bon, certains sont contents quand ils voient ce genre de comparaison parce qu'ils savent qu'on va se perdre là. Et ils appuient, ils écrivent même les œuvres pour accompagner ce genre de système parce qu'ils savent qu'on ne va pas s'en sortir à l'intérieur. Ils seront toujours d'accord. Moi je dis souvent, une fois que vous développez une thèse et qu'un occidental est d'accord avec vous, ça veut dire que vous perdez. Donc il faut arrêter très vite. Donc il faut arrêter très vite la piste, ça ne va pas donner. D'accord, j'ai compris. Ouais, voilà. Au moins, pour ma proposition, ce que je pense, c'est qu'il y a un déficit d'histoire. Parce que moi-même, je me suis réveillé tard pour être véridique. Moi, j'étais aussi perdu dans les affaires de doctorat. Hein. Il faut être docteur parce que on va aller raconter des bêtises dans les plateaux télé. Après, je me suis rendu compte en coup de route, non, ça va pas m'arranger. Je me suis arrêté en route volontairement. Ça me pose beaucoup de problèmes parce que même au niveau professionnel, il y a des blocages de postes. Vous êtes dans un système. Parce qu'il n'a pas bac plus X. Oui, vous êtes dans un système. Et il faudra faire avec. Voilà. Effectivement, c'est un système dans lequel on est. Mais il faut développer une pensée de système. Et qui a maintenant sa façon de penser. Donc lorsqu'on évolue dedans, c'est pour ça que lorsqu'on arrive à Paris, on doit faire comme la société. Est-ce que vous permettez Bon, je voulais proposer avant de finir. Non, mais je suis très contente parce que si vous voulez que je vous présente un peu de théorie, enfin, pour expliquer certains comportements, il faut qu'on ait, même si on sait bien qu'on échange, la question que je vous ai posée, parce que je suis venue avec une imposition de thème. Et moi, dans ma recherche, justement, je suis dans la démarche, parce que j'ai fait beaucoup de conférences, et que j'ai compris que mon peuple n'entend pas comme on croit qu'il entend. Il y a beaucoup de gens qui sont très, comment on va dire ça, qui sont conformistes et qui sont dans une espèce de sauver la face. Ça, c'est les travaux que j'ai menés sur Erving Goffman. On sauve la face. On sauve la face, on essaye de montrer qu'on comprend. Et j'ai vu ça aussi quand on invite nos petites gens dans les grandes institutions comme Conseil général, machin, en Martinique, et les gens se plaignent que les gens ne viennent pas. J'ai demandé aux gens, est-ce que vous savez que ce sont des lieux où les gens ne sont pas à l'aise et ils ne viendront pas et ils ne parleront pas dedans, même si vous arrivez à les y attirer. Donc c'est très important. Je comprends tout ça. Et quand vous avez dit que vous alliez m'inquiéter, non. Parce que je ne vous aurais pas posé la question de savoir, est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon de poser la question de pourquoi notre élite nous trahit-elle? Et c'est bien cela. Donc, si on est suspendu dans les airs, je ne sais pas comment vous vous appelez, il ne faut pas rester suspendu dans vos airs à vous là. Il faut vraiment vous enraciner dans quelque chose pour avoir la force du combat qu'on a à mener. Et si le savoir que vous voyez, moi je suis formée par ces gens-là, eh bien j'ai décidé que non, je veux comprendre le système. Donc je n'étais pas carriériste au départ. Je voulais comprendre c'était quoi mon peuple, qu'est-ce qu'on avait fait de lui et pourquoi il était dans cet état de misérabilité prononcé, avancé. J'ai compris, donc j'ai pris des positions. Et j'ai payé les frais, j'ai fait les frais, mais je l'ai accepté.
Parce qu'on ne peut pas être dans un système qui est organisé pour le bien-être des Occidentaux en puisant toutes les ressources chez les Noirs, par exemple, et en voulant attendre qu'ils nous fassent du bien. C'est à nous de sortir de ces incohérences. Donc la question des comparaisons, la question des comparaisons, elle est importante, c'est pour ça que je vous ai dit que je compare d'abord les choses. Mais il y a des choses qui ne sont pas comparables et il faut que nous le sachions. Vous dites en plus que vous êtes venu assez tardivement à la connaissance. Eh bien, moi je trouve que quand vous dites qu'il n'y a rien en Afrique, etc., non. L'Afrique revient de quelque chose qui est plus qu'un bouleversement, et vous avez des petits pays, enfin des pays qui essayent, qui ont été de grands empires, et qui essayent de remonter la pente, mais à quel prix, et avec quelle force, et avec quelle diplomatie extraordinaire. Toute l'Afrique est fière du Mali, est fière de ce qui se passe au Burkina Faso, est fière de ce qui va se passer au Niger et au reste. Donc il ne faut pas dire en Centrafrique. Donc moi je ne crois pas que... Je ne suis pas par contre dans l'idée que oui, l'Afrique a vécu énormément de bouleversements et qu'elle ne s'en sortira pas, ou bien que c'est incompréhensible. Je vais vous rappeler que les Européens, c'était pire, c'était un peuple de nomades. Regardez, ils ont construit une forteresse avec, bien sûr, notre travail et tout le reste, mais la forteresse est en train de... elle est arrivée à son temps, enfin, de ce qu'elle peut tirer de cette manière tricheuse de gérer les ressources de la planète, tricheuse et égoïste. Et vous savez que les autres pays ont vécu aussi des drames, mais le problème c'est qu'ils se sont repliés sur eux-mêmes, ils avaient des gens pour travailler à trouver un modèle, et ils ont conduit leur peuple, peu importe ce que disent les Européens sur Mao Tse-tung, ou sur, même sur Kadhafi, etc. Mais il y a des gens qui ont mené leur peuple, qui ont conçu un projet avec ce peuple, et qui l'ont mené quelque part. Donc, pour la question de la définition de l'élite, je ne suis pas d'accord. On n'est pas dans la horde indifférenciée. Il faut toute organisation, et ce n'est pas l'Afrique qui manque d'exemples. Dans les chefferies, dans tout ce que vous voulez, le modèle africain qui est à la base, le modèle de ce que les Blancs appellent démocratie, parce que je vous assure qu'en sociologie culturelle, on a des exemples flamboyants de la démocratie en Afrique. Et les Européens ont appris la démocratie en Afrique, mais elle ne se pratiquait pas comme les Européens le pratiquent, et aujourd'hui, comme ils accusent les Africains de ne pas le faire. L'Afrique, dans ses modèles traditionnels, n'a rien à apprendre des autres. Maintenant, l'Afrique est le seul continent empêché d'exister, à qui on a enlevé ses enfants, à qui on a enlevé sa force vive, à qui par jalousie aussi on a détruit ses civilisations, ses empires. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Parce que l'Afrique n'était pas dans ça. Vous savez, j'ai souvent tendance à dire, parce qu'à ce moment-là il faut travailler un peu en psychologie, quand vous êtes le premier, il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Vous n'êtes pas branché sur... Parce que l'autre qui vient, qui a besoin de se forger une place, a des stratégies, des surveillances, des manigances, des manœuvres que vous ne connaissez pas, parce que vous êtes premier. Le peuple noir, il est dans cette situation, et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'il ne saisit pas. C'est pour ça qu'il n'est pas dans des ripostes plus agressives, même si on dit que oui, j'ai dit qu'on nous a limé les ergots, mais c'est vrai. Mais il faut aussi aller dans l'histoire psychologique des peuples, dans leur façon de s'adapter à leur environnement. Ne pas croire qu'il n'y a que l'Afrique qui a vécu les grands bouleversements qu'elle connaît, mais l'Afrique est effectivement celle dont on a enlevé les enfants, sur qui on s'est engraissé en fait. Parce que, bon, l'esclavage, 1300 ans, 13 siècles de domination arabo-musulmane, ou musulmane, enfin je ne sais pas comment vous dites ça, 3-4 siècles de traite de commerce transatlantique, presque plus d'un siècle de néocolonisation, plus d'1 milliard de gens tués, de Noirs africains tués, pour que le système que nous avons actuellement se mette en place. Donc le tribut est très très lourd, et donc il n'y a rien à comparer. Ce n'est pas nécessaire dans la question qu'on se pose. Mais si dans la question qu'on se pose, on rate
la question des élites, c'est grave. Parce que chez les Occidentaux, on sait, vous avez parlé des gens qu'on a tués, des personnes qui avaient des visions, qui voulaient mener leur peuple, justement, à un projet, les aligner derrière quelque chose. Parce qu'on n'est pas dans la horde. Il nous faut des personnes qui ont compris, qui ont une dimension politique et qui mènent leur peuple à quelque chose. Eh bien, on a tué plus de 22 chefs d'État africains qui étaient prometteurs, jeunes d'ailleurs, ils étaient dans la trentaine et qui avaient une ambition. Regardez Sankara, on l'a tué très vite. En 4 ans, personne au monde n'a fait ce que Sankara a fait. Il est tellement flamboyant qu'aujourd'hui, on dirait qu'il a fait des millions de petits. Et les gens sont étonnés de ça. Mais oui, on peut tuer, mais quand on a fait le travail qu'il fallait en tant qu'élite, ou en tant que chef de tout ce que vous voulez, vous savez que les Européens ont compris qu'en tuant les têtes, en enlevant la tête, en étêtant les peuples que nous sommes, eh bien, vous savez combien ils disent? Ils se sont même donné les délais. Il faut 100 ans pour reconstruire, reproduire une élite. 100 ans. Chaque fois qu'on a tué quelqu'un, regardez d'ailleurs, peut-être qu'il n'y a pas 100 ans pour Sankara, mais pour tous les autres, si vous faites le total, il faut, pour se débarrasser de personnes qui sont des éclaireurs ou éclaireuses, qui comprennent et qui vont mettre le projet occidental à mal, il faut couper la tête. Eh bien, les têtes sont tombées les unes après les autres en très peu de temps. Combien cette puissante élite africaine qui voulait du changement sur le continent a disparu. Et regardez, là on est dans une période de flottement, mais le Mali revient avec son passé d'empire prestigieux, grandiose, convaincu de l'humanité. Le machin là la charte du Mandé, etc. Et le Mali dit aujourd'hui, mais vous nous donnez des leçons, mais charte du Mandé, 12e, 13e siècle, c'est nous les nègres qui l'avons conçu. Donc la question des droits humains, vous n'avez rien à nous donner, à nous apprendre, nous savons. Le problème, c'est qu'est-ce que vous avez fait de tout ce que nous avons inventé et comment vous vous êtes pris pour nous empêcher de continuer notre trajectoire de peuple qui n'en voulait pas aller coloniser les autres. L'Afrique a fait le tour du monde avec ses bateaux, ses trucs. En Amérique, vous le trouvez, Amérique s'appelle, ils l'ont appelée Tarana, elle a un nom l'Amérique pour les Noirs. Et les têtes des Olmecs, des machins, les Blancs sont en train de se dire, mais d'où ça fait venir quand même, alors que vous avez en face de vous des grosses têtes de nègres et que vous critiquez sans arrêt, et vous ne voulez pas concevoir que les nègres étaient là-bas avant vous. Non, mais ça c'est misérable. Donc, les questions qu'on se pose. Alors, si vous êtes en déficit de savoir, il y a beaucoup de gens dans cette situation, il ne faut pas arrêter de dire que l'Afrique, c'est ci, c'est ça. Non. Moi, si je fais ce travail-là pour dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas prendre le train en marchant, il faut vraiment être à la comment on appelle ça, aux commandes. Il faut le prendre et le mener là où nous voulons qu'il soit le mener, et puis décider de la trajectoire qui sera là. Donc, je suis d'accord, je vous remercie tous, toutes pour vos réflexions sur est-ce qu'il y a une question c'est bien par rapport à l'élite, parce que nous n'allons pas jeter notre élite. Parce que les gens qui nous les ont prises, sont des gens qui continuent. Par exemple, quand on nous enlève un Achille Mbembe qui est aussi brillant, sur le plan de beaucoup de réflexion, on est perdant. On est perdant et pour beaucoup de temps. Parce qu'il faut beaucoup de temps pour former un intellectuel quand même. Même si on n'est pas très content de ce terme-là, moi j'ai aucun souci avec l'histoire du titre de docteur qui a inquiété notre ami tout à l'heure. Et je pense qu'il aurait dû continuer à être docteur parce que être docteur, c'est pas avoir un titre dans le système, c'est avoir une formation costaud. Parce que, par exemple, moi je me suis battue pour travailler sur les choses qui m'intéressaient. Et qui a contrarié mes enseignants. Mais j'ai dit non, c'est moi
qui suis dans la recherche, donc c'est moi qui veux faire, je veux imposer ce... Donc on a des manières, et il faut affirmer sa personnalité, il faut bien comprendre où on va, pourquoi on travaille et ce qu'on veut. Donc une fois qu'on a ça, bon, le système il va vous brinque-baller, mais c'est quoi? On n'est pas des espèces de chiffres molles. Il y a une importance cruciale du système sur nos personnalités, mais ça n'est pas ça qui nous importe. Sur l'autre question, bon, peut-être que je vais vous apporter des réponses, mais sur les choix de formation, c'est très important que vous compreniez que c'est anormal qu'autant, parce que c'est dans ça qu'on oriente depuis le lycée, le collège, nos jeunes. Pourquoi autant de nos jeunes font des choix de travailler dans l'économie, la gestion, la comptabilité? À quoi ça sert quand mon continent est le plus pauvre, le plus machin, le franc CFA, le machin, le truc qui ne sert à rien? À quelle gestion vous faites du franc CFA qui vous bouffe avec un pays qui le fabrique lui-même et qui le donne aux djihadistes dans le désert en grosse masse comme ça quand il faut en produire et qui n'a aucune valeur, qui n'est adossé à rien du tout et qui vous dit que vous faites des crédits et puis si vous voulez acheter, dites-moi, je vous permets d'avoir un pourcentage pour ça là. Oui papa, oui Buana, oui je fais, voilà. Voilà donc on est. Eh bien, pourquoi sommes-nous si attirés par les filières commerciales? Et quel modèle véhiculons-nous? Quel modèle? Vous comprenez que le système a inventé la façon de nous obliger à rester dans le modèle capitaliste, dans le modèle libéral et néolibéral? Tous les jeunes sont dans ça. C'est pas normal. Et Polytechnique, non, même pas, on n'a pas droit trop aux grandes écoles, mais Sciences Po, mais c'est quoi? Quelle élite intellectuelle, si on veut, est-on en train de former? Pourquoi nos jeunes, nos pays sont si attirés par ces filières? Parce qu'on leur fait quoi? Qu'il y a une sorte de noblesse et de prestige à s'investir en Sciences Po. Je viens de Sciences Po, je suis quelqu'une. Mais pour faire quoi? Pour aller où? Pour défendre le modèle capitaliste. Et vous savez, le plus grand danger qu'on court, c'est d'aller le continuer et l'implanter sur le continent et dans nos régions, puisqu'on ne sait faire que ce qu'on a appris à faire si on n'a pas passé au filtre vraiment ultra fin le sens de ce qui nous est proposé. Donc, vous avez des personnes qui travaillent à reproduire ce qu'elles ont appris, et puis il y en a qui regardent ça voilà, à la loupe et qui disent « Oui, mais ça, ça ne convient pas. Ça, c'est du mensonge. Je vais déconstruire. Je vais publier. Je vais dire non, non, non. » Voilà. Donc là, je suis en train de vous dire, ne croyez pas que la façon que nous avons un peu superficielle d'interroger les enseignements qu'on nous demanderait éventuellement d'aller dispenser aussi aux petits blancs. Et je vous rappelle que les petits blancs, quand vous êtes devant eux et que vous dites une chose qui ne leur convient pas, ils vous disent « mais c'est moi le maître, là je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis » et je vous assure que moi-même j'ai eu à leur dire « tu restes à ta place parce que c'est moi l'enseignante ici et si tu n'es pas content, je te fais échouer ». Mais ils ont la légitimité pour eux de dire « mais ça c'est nous ». On vous autorise éventuellement à dispenser quelques formations. Mais pour faire quoi? Vous ne décidez de rien du tout. On vous demande de dispenser ce dont le système a besoin et à des postes. Alors que chez nous, les enseignants blancs sont avec nos enfants dès le berceau. Ici, en Europe, on met des noirs pour faire la diversité, parce que parfois un petit peu de couleur quand même, c'est mieux. Eh bien, on fait un peu de diversité, mais attention, quand les gens sont déjà mûrs et vous avez en face de vous des gens qui disent « Ouais, mais ma maman a dit, mais mon papa a dit », donc toute la journée, ils sont en train de discuter entre eux « Oui, la maîtresse là, le mec là, il n'est pas très machin, hein, parce que finalement, ce qu'il me dit, je l'écoute avec... 1 fil, 2 fils, 3 fils, 4 fils, parce que j'ai entendu que voilà, les Noirs finalement ils ne sont pas trop instruits, ils ne sont pas trop bien, ils ne sont pas trop fiers, on ne sait pas trop comment ils... Voilà, donc on contrôle, ultra contrôle ce qu'ils dispensent. Et vous avez en face de vous des élèves, des étudiants, je suis désolée, qui sont ceux-là, qui vous disent c'est moi le boss. C'est pas le monde à l'envers, c'est le système qui le veut. Parce que nous, dedans, nous sommes quoi? Donc, moi, je veux bien que nous soyons critiques, mais soyons critiques pour
des choses qui vont laisser un espace à notre peuple qui est en train de se débattre dans quelque chose mais d'absolument infernal, mais qui marque des points. Parce que l'enracinement, surtout par nous les diasporas un peu déracinés, et encore en Martinique, moi je trouve qu'on a beaucoup gardé, parce que je fais de la recherche, je trouve tellement de choses, mais les gens ne savent pas de l'Afrique, mais c'est très important qu'on comprenne, est-ce qu'on est dominé est-ce qu'on a été écrasé complètement, ou est-ce que c'est l'environnement social, sociétal, économique, politique qui fait que chaque fois que vous êtes dans une relation avec le dominant, il est dans des institutions, donc on va voir le rôle des institutions, il est dans des institutions qui vous rappellent que si vous voulez monter, avoir des points, faire une carrière, avoir une retraite un petit peu correcte, donc on vous tient. La carotte est là, sans arrêt. Et quand vous n'avez pas pris la carotte, vous avez le bâton sur le dos, parfois même ailleurs. Faites bien attention. Non, je veux vous dire, il y a quelqu'un. Je veux vous donner un peu la psychologie le syndrome du larbin pour vous montrer ce que ça peut être qu'une personne qui est complètement assujettie. Donc, je répète, je vous remercie pour vos remarques et c'est cela que je voulais interroger. Sommes-nous, quand nous avons la mission qui est la nôtre, parce qu'aujourd'hui, je ne viens plus tout à l'heure dans une deuxième partie, on va voir ce que Tiakonta a conçu pour nous. Est-ce qu'on peut commencer à entrer dedans, construire, enseigner autrement, entrevoir une perspective pour nos jeunes, le continent, pour qu'ils sortent des matières commerciales et du système capitaliste. Parce que dans un travail que j'ai écrit qui s'appelle « La culture de l'entraide », je ne sais pas pourquoi, vu la façon dont le monde noir se comporte, je me suis dit, le modèle capitaliste n'est pas un modèle ni inventé par les Noirs, ni fait pour eux, ni pour leur épanouissement. Je ne parle pas des capitalistes qui copient et puis qui s'enrichissent et qui sont contents. Vous avez un petit là qui s'appelle Simon machin, et il est tout le temps dans, oui, le modèle, comment faire beaucoup d'argent, comment vendre des belles voitures, donc le modèle capitaliste à ça. Mais moi j'ai écrit un livre qui s'appelle « La culture de l'entraide, un modèle d'économie alternative ». Et la question de base que je posais, c'était quel est le modèle? Parce que chaque civilisation a un soubassement. Quel est le modèle, le soubassement de la civilisation africaine? Parce que je suis partie du fait que, même si les gens ignorants ont décrété qu'il n'y avait pas de civilisation africaine, ce qui est vraiment un primitivisme de la pensée qui n'a pas de nom, je me suis dit, les Africains ont inventé, parce qu'ils ont été pendant des millions d'années tout seuls, donc ils n'ont pas laissé la planète vide. D'ailleurs, ils n'ont pas laissé vide, mais ils l'ont protégée. Parce qu'il y a des gens qui l'ont prise depuis 2000 ans, peut-être un peu moins, et qui l'ont déjà détruite. Et qui sont en train de dire qu'il faut écrabouiller ceux-là qui ont encore un petit peu d'eau dans leur sous-sol, un petit peu de matière première, etc., etc. Donc, 2000 ans, ils ont écrabouillé. Des millions d'années avant, les Africains ont vécu sur la planète. Ils ont demandé aux pieds-bois, comme on dit chez nous, aux arbres, est-ce que j'ai le droit de couper une branche? Est-ce que j'ai le droit aux petits animaux? Est-ce que j'ai le droit de te prendre parce qu'il me faut boire et manger? Est-ce que j'ai le droit de tout ça? Et ça paraissait ridicule. Ça paraissait ridicule aux gens. Aujourd'hui, je vois les Occidentaux dire « Ah oui, il y a une association qui s'occupe de l'arbre, donc on va toucher l'arbre dans la forêt, on va lui parler, on l'embrasse et on lui demande « Est-ce que je peux te... » Alors que les Africains font ça depuis des millions d'années et qu'on leur a dit qu'ils étaient des imbéciles. Donc je me dis, il y a des réalités, il y a des choses qui tournent, et il y a des réalités qui sont essentielles, qui ont été préservées et construite par le peuple noir, qui est là depuis. Mais comme on lui a tout enlevé ça, et que les gens qui venaient avec les techniques, la poitrine bombée, les grosses bottes militaires, et puis le reste, hein, là, mon point, attention, hein, attention, je suis supérieur, mais je ne me défais jamais de ma Kalachnikov. Donc je ne sais pas sur quoi repose cette supériorité-là, mais en tout cas, on vient nous dire que, voilà, les choses sont comme ça. Donc il faut faire attention. Il y a énormément de potentiel. Donc quand je parle de la culture de l'entraide, je dis que la civilisation africaine de base
elle est basée sur le souci de l'autre, la communauté, la solidarité, etc. Et tout le système que vous étudiez, tout ce que vous étudiez dans la culture africaine vous ramène à ce modèle, un modèle de l'entraide, mais pas l'entraide, oui, on te donne un coup de main, un modèle économique structuré, si vous voulez, comme le modèle capitaliste, sauf qu'il n'a pas les mêmes visées et qui n'est pas là pour prendre, s'approprier, faire du profit et rendre tout ce qu'il touche matériel. Il est là pour, dans la perspective de faire que chacun mange. On est souvent dans des sociétés égalitaires. Les deux sociétés qu'on va dire inégalitaires avec des guillemets, c'est le Mali et le Sénégal, qui sont des sociétés de caste. Mais ce ne sont pas des castes, d'ailleurs ce sont des sociétés qui vont beaucoup influencer les Tamouls, qui ont reproduit le système de caste. Mais en même temps, ce n'est pas un modèle qui dépouille le peuple pour nourrir, engraisser seulement des élites, même si on va trouver dans ces deux civilisations plus de ces comportements-là. Mais les sociétés africaines traditionnelles sont égalitaires. Avec les chefferies, on consulte les gens, on partage, on donne, on distribue. On est dans le modèle économique de l'entraide. Parce que vous savez que les Africains sont les premiers à avoir inventé la monnaie. Vous savez qu'ils n'ont pas commercé qu'avec avec du troc machin, ou avec des coris, ou avec... Vous savez qu'ils ont frappé aussi de la monnaie. On retrouve les pièces qui datent de l'Égypte antique et même de plus loin. Donc il n'y a rien à remettre en cause dans ce domaine-là. C'est notre ignorance qui fait que nous ne pouvons pas nous appuyer sur des savoirs solides qui vont nous ancrer et nous dire « je sais qui je suis, vous pouvez toujours me cracher dessus, mais je continue ma route et je vais vous dire que c'est ce modèle-là que je veux réinvestir. Parce que désormais aujourd'hui, vu la situation qu'on traverse, désormais aujourd'hui, il nous faut renouer avec cette civilisation profondément humaniste, profondément soucieuse les uns des autres, et l'échange vient de ça. Donc, quand vous regardez le Soussou, vous avez un modèle comme ça. La tontine, ce que les Nigérians appellent les Zouzous, c'est-à-dire l'échange. Donc on cotise ensemble et chacun à son tour va récupérer la cagnotte. Eh bien c'est sans intérêt. Les Européens récupèrent le modèle, ils font aujourd'hui du microcrédit et vous payez, vous petits qui n'avez rien, 12% de crédit. Voyez, c'est dans ça qu'on est, modèle capitaliste. Et dans le modèle de l'entraide, on n'a pas d'intérêt à payer. Parce que chacun a des besoins et chacun à un moment aura cotisé pour tout le monde, mais tout le monde aura sa part de cotisation sans qu'on ne lui enlève des taux d'intérêt ou de machin. C'est puissant et je vous dis en tant que sociologue, en plus intéressé par la culture, c'est puissant d'étudier le modèle de l'entraide. Et quand vous êtes en quête d'idées, rentrez dans votre continent, cherchez, proposez, faites. Faites des choses à partir d'une approche anthropologique de votre civilisation. Elle est puissante, elle est extraordinairement belle, elle est généreuse, elle est humaniste, elle a le souci des autres. Vous n'avez jamais eu de gens en Afrique qui ne mangeaient pas, qui étaient lâchés sur les trottoirs et qui souffraient parce que, etc., etc. Vous l'avez maintenant parce que le système capitaliste est entré sur le continent, continue à faire et fait des ravages. Mais ce ne sont que des avatars de la colonisation et de l'esclavage. Vous n'avez pas ça dans la culture africaine et rien ne le permet. D'ailleurs, le type d'agriculture qu'on produit et que malheureusement les gens appellent jardin créole, etc., ce que j'ai combattu très fermement, c'est un jardin africain qui est conçu pour nourrir son homme toute l'année et qui produit des cultures de toutes les sortes, des grandes, des petites, des moyennes, etc., et qui, en son sein, a des cultures herbicides qui tuent les mauvaises herbes. Il n'y a rien de plus extraordinaire que le jardin africain. Eh bien, moi, quand j'ai écrit la culture de l'entraide, je suis remontée à moins 9000 ans, mais c'était pas beaucoup. Pas beaucoup. Parce que les Africains sont sédentaires.
depuis des millions d'années, alors que les Occidentaux sont des nomades. Ça a du sens. Bon, moi, je leur fais pas le reproche d'être des nomades. Moi, je dis que civilisationnellement, ça a du sens, comme enterrer ses morts. Les nomades n'enterraient pas leurs morts. Et les questions qu'on a, les manières qu'on a aujourd'hui d'incinérer, de faire tout ça, ça c'est des habitudes de nomades, parce qu'ils se déplaçaient de lieu en lieu et qu'ils ne pouvaient pas enterrer. Et qu'ils ne pouvaient pas, donc ils brûlaient les corps. Et vous retrouvez ces formes-là, même en Inde, où il y a un mélange de cultures, vous retrouvez l'incinération comme étant réservée, soi-disant, pour les grands, etc. Donc, quand vous connaissez votre culture, c'est fabuleux. Vous n'avez jamais... enfin, vous êtes saturé, même, il n'y a pas plus soif, il n'y a plus rien. Vous ne faites que chercher, continuer. Et je vous informe que vous avez accès aux 8 volumes, et maintenant 9 volumes. Ça tient sur un petit CD, Histoire générale de l'Afrique, gratuitement. Et vous avez des chercheurs extraordinaires, qui ne sont pas qu'africains, qui vous restituent gratuitement. Chaque volume fait entre 800 et 1000 pages, gratuitement. Si vous voulez vraiment accéder à du savoir sur votre civilisation. Donc, quand on continue à dire oui, je ne suis pas trop instruit, moi je dis aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Internet, c'est tout et c'est rien. Internet peut vous donner le pire, parce qu'aujourd'hui on peut manipuler, mais vous avez de vrais écrits, de vrais chercheurs, de vrais savants qui vous ont restitué l'histoire du continent. Vous n'avez plus le droit de vous tromper. Maintenant, quand vous faites des choix, tout à l'heure on va voir avec Tchekanta, les choix que vous allez faire, seront-ils des choix pour alimenter, nourrir le système capitaliste, ou des choix pour reprendre, renouer avec la civilisation de l'entraide qui était la vôtre? J'ai comme l'impression d'avoir